De sécheresse de notre pays. Nous sommes en ligne avec l'hydrologue et consultante Emma Aziza. Bonjour. Bonjour. Normalement, c'est l'hiver que les nappes phréatiques se rechargent. Quel est leur niveau aujourd'hui ? Alors, ils sont vraiment disparates parce qu'on n'a pas du tout les mêmes nappes phréatiques en France. Donc, d'un territoire à un autre, on va avoir des situations complètement variables qui sont en fonction en réalité de la géologie de nos sols. Mais ce que l'on voit actuellement, c'est qu'on n'a quasiment pas de pluie depuis 3 semaines, mais on fait face à une situation chronique d'abord depuis 2017 et puis qui plus est avec l'accélération que l'on a eue en 2022. Donc, en réalité, c'est une somme de signaux faibles qui sont en train de s'accumuler et qui nous présentent une année 2023 qui semble quand même de plus précisément. Je vous donne 2 exemples. Nous avons eu une anomalie de 5,5 degrés durant les 15 derniers jours de l'hiver de décembre et une anomalie de 5,6 degrés de température au mois d'octobre. Ça correspond à l'anomalie qu'on avait eue en août 2003 durant la canicule qui était de 5,7 degrés. C'est pour vous dire à quel point en réalité ce sont des formes de canicule d'hiver qui se produisent et qu'on ne voit pas venir parce qu'on ne prend pas ça comme un risque. La canicule d'hiver, je n'avais pas encore entendu cette expression, Emma Aziza. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard pour éviter une sécheresse l'été prochain ? Alors, il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Déjà, il y a un printemps qui va arriver. Il va falloir vraiment être attentif parce qu'on a plusieurs éléments. La première, c'est que d'ici mi-mars à fin mars, on sera sur la fin de la recharge potentielle de nos nappes phréatiques. C'est-à-dire qu'après, toutes les pluies qui arrivent ne servent plus à recharger nos nappes, ne servent plus à rentrer en profondeur. L'eau qui arrive par la suite au printemps est récupérée directement par les premières couches de sol pour créer le printemps, pour générer cette végétation luxuriante en général que l'on a au printemps. Donc ça signifie que ce sera déjà plié si on n'a pas de pluie d'ici 1 mois et demi. Mais on a quand même 1 mois et demi devant nous pour essayer de voir venir les choses. Et puis après, tout dépend des situations. Est-ce qu'on aura des périodes comme on a pu avoir en 2016 où on a eu un mois de juin extrêmement pluvieux avec une crue de la Seine qui avait fait oublier le fait que c'était une année très chaude et à la base très sèche, ou bien est-ce qu'on aura une année comme par exemple en 2018 où là par contre le mois de janvier était extrêmement pluvieux, on était excédentaire en eau et pour autant on avait basculé dans une sécheresse historique. En fait, tous les scénarios sont devant nous, il faut être très attentif. On est mal parti, on va dire, mais tout est encore possible. Et les giboulées de Mars peuvent encore nous sauver la mise. Alors, oui et non. C'est-à-dire que là, il y a quand même le phénomène d'El Niño, donc cette anomalie thermique qui risque de réchauffer l'atmosphère. On ne sait absolument pas ce que ça va donner à partir du mois de mai sur la France. Donc, il faut quand même être attentif. On commence à voir là des signaux dans le sud-ouest. On avait des 23 degrés hier. Derrière, c'est des températures absolument anormales pour la saison. Donc, il va falloir suivre tout ça avec attention. Mais ce qui compte, c'est pas tellement la pluie, c'est le réceptacle, c'est-à-dire nos territoires, nos sols. Est-ce qu'ils sont prêts à faire face? Est-ce qu'ils sont vulnérables? Ou bien est-ce qu'au contraire, on a réussi à les protéger? Et tout ça, ça dépend du taux d'artificialisation ou de la manière dont on a travaillé nos sols. Et c'est ça qu'il faut qu'on modifie en profondeur parce que même si on ne peut pas changer le risque, on peut changer notre vulnérabilité. Et si ça continue comme ça, et ce sera ma dernière question, Emma Aziza, quelles seront les conséquences pour l'été prochain? Les conséquences, elles sont très claires. Derrière la question de l'eau se cache déjà une question énergétique. On a des niveaux, les côtes que l'on a, par exemple, du lac de Serre-Ponçon sont encore extrêmement basses. Donc, ça signifie que tous les barrages hydroélectriques vont se retrouver avec un problème majeur. Donc, un problème électrique, un problème agricole, bien sûr, on le dit, on le répète. Mais qu'est-ce qu'on va être capable de proposer demain si on a besoin d'arroser du maïs en plein mois d'août? Est-ce qu'on va être capable de le faire? Et au détriment de qui on va donner? Donc, est-ce que notre société a envie d'aller vers ce modèle-là? Et puis, bien sûr, derrière, à l'échelle individuelle, on peut tous agir, mais ça reste quand même une eau qui est moindre par rapport à l'eau que l'on consomme sur le plan agricole, industriel et énergétique. Merci beaucoup, Emma Aziza, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. Et pendant ce temps, à l'autre bout du monde,